Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous cet après-midi pour la première de cette série qu'on a réfléchi avec le rabbin Bar Shichat sur le témoignage d'enfants cachés ou de personnes qui ont subi la guerre. Alors aujourd'hui, c'est le Marcel Vicard-Mandel qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour la première. Et on espère qu'il pourra nous délivrer un message authentique et plein d'espoir pour la suite de ce qu'il a vécu il y a maintenant quelques années, n'est-ce pas? 4 ans. Je donne la parole au rabbin Bar Shichat qui va introduire notre invité. Voilà, très bien, merci beaucoup Monsieur Geisman, que je remercie. Alors mes chers amis, c'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous et de présenter cette première, puisque ça va être un cycle à partir d'aujourd'hui. On fera le maximum pour permettre des rencontres pareilles. Alors, je voudrais remercier M. Vicard-Mandel. Ça n'a pas été simple au début, parce que bon, techniquement, c'était un peu... voilà, en tout cas, aujourd'hui, il a accepté, il est avec nous, et vraiment, je le remercie parce qu'il a fait ça avec tout son cœur. Et sincèrement, c'est beau de voir cela. Et ça me rappelle un peu ce que nous disait Élie Buzyn. Monsieur Élie Buzyn, puisque j'ai assisté à une de ses dernières conférences, il nous disait que lorsque je parle, lorsque je transmets, lorsque je donne une conférence, je crée des témoins qui vont être les témoins du témoin. Donc c'est ce qui va se passer donc aujourd'hui. Donc je vais faire juste une petite présentation, ensuite je laisserai la parole à M. Vicard-Mandel. Je voudrais aussi saluer la présence de notre cher grand rabbin Spingard qui est parmi nous. Donc M. Vicard-Mandel, né le 4 octobre 1935 à Colmar dans le Haut-Rhin. Donc il a eu une enfance à Bisheim dans le Haut-Rhin. Et ensuite, malheureusement, en 1939, cette ville, Bisheim, qui a été totalement évacuée. Donc, il a été caché ensuite à Plombières-les-Bains, au début. Et ensuite, il y a eu, le 26 mars 1943, une rafle totale où toute la ville a été embarquée lors de cette rafle-là. C'est aussi à ce moment-là qu'il a été séparé de ses parents. Et donc, cette période de 43 à 45, a été caché dans un couvent. Et ensuite, après la guerre, en 20 ans presque, de 45 à 65, il a été chez son oncle à Quatsunaï. Je vais le laisser à présent nous raconter toutes ces étapes que je vous ai présentées. Alors bonne écoute. Et bon courage à vous, M. Vicard-Mandel. Et encore un grand merci, je pense qu'on peut l'applaudir très fort dès maintenant. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis extrêmement touché par le nombre de l'assistance, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais me raconter à quelques gens intéressés. Mais bon, je vraiment préparé quelque chose qui devrait tenir la route. Lorsque M. le rabbin Bar Shichat s'est présenté, quand il est arrivé à Strasbourg, il a déjà essayé de me faire parler à l'époque, mais je n'étais pas mûr, je n'étais pas prêt. Il faut savoir que j'ai été traumatisé à l'extrême par la guerre et que je n'ai jamais accepté ni de parler, ni de lire, ni de voir un film concernant la Shoah. C'est au lendemain du programme qui est survenu en Israël le 7 octobre 2023, quand j'ai vu les vidéos aux informations, que j'ai pris conscience qu'il était de mon devoir de transmettre et que j'ai accepté de faire enregistrer par le mémorial de la Shoah l'histoire de mon enfance. C'est peut-être un hasard. Moi, je pense que c'est une force supérieure qui m'y a conduit.
parce que 15 jours après la rafle, donc en pleine crise, le mémorial m'a relancé pour une énième fois pour essayer de me faire parler. Et là, j'ai senti que j'avais besoin de m'extérioriser. Et j'ai donc accepté d'enregistrer cette histoire pour le mémorial. Et je vais maintenant essayer de vous la retransmettre telle que je l'ai enregistrée. Alors, pour raconter une histoire, il faut un début. Pour raconter une histoire, il faut un début. Pardon pour cette interruption. Donc, je disais que pour raconter une histoire, il faut quand même commencer quelque part. Et j'ai donc choisi de commencer à vous parler de mon grand-père, Abraham Bicard, qui est né en 1858, déjà à Bissheim. Mon fils, qui est féru de généalogie, a retrouvé l'origine des Bicards jusqu'en 1830 dans un cimetière de Riedvire, près de Colmar, où nous avons retrouvé, par hasard, la tombe d'une certaine Madame Sophie Bicard, qui doit être donc l'arrière-grand-mère d'Abraham, qui a été enterrée en 1830 à Riedheim. Pour revenir à Abraham, il a épousé une Marie Dreyfus de Grussenheim en 1859. Ils se sont installés à Bissheim et sont d'après moi les fondateurs de la boucherie où j'ai passé ma plus tendre enfance. Ma grand-mère est décédée de mort naturelle avant la guerre. Elle est enterrée au cimetière du village. Par contre, mon grand-père, déjà, est mort à Plombières, où la famille s'est réfugiée. Il faut que j'explique que Bissheim est un village qui est situé entre deux citadelles. Une en France, de Brisac, et une en Allemagne, Vieux-Brisac. Et ces deux citadelles se bombardaient déjà mutuellement avant la déclaration officielle de la guerre, ce qui fait que Bissheim, mon village, a été évacué en 1939, tout au début de 1939, de tous ses habitants, juifs ou non juifs, qui ont été emmenés au Madagenet. Des recherches que j'ai faites avec mon fils, retrouvé disons que mon père a épousé, non, il faut que j'explique, mon père et son frère aîné ont épousé deux sœurs du village à côté de Brisac. Ça fait donc que tout ce monde-là est parti, ne pouvait pas suivre l'évacuation officielle. Ils sont tous partis dans une maison qu'ils ont louée à Plombières-les-Bains. Dès 1939, ils se sont installés là-bas et ils ont vécu là-bas tranquillement, sans être plus ennuyés que ça. Donc, mon grand-père avait eu, avec son épouse, 8 enfants. Donc, Théophile, mon père, Sylvain, mon oncle, son frère,
le père de Jojo, dont il sera question dans mon récit. Alice, une tante qui a épousé un juif de Mudersholz. Fernande, qui s'est mariée à Haguenau. Céline, qui s'est mariée à Ingolsheim. Et Blanche, qui s'est mariée à Colmar. Et il y avait un Marcel, qui est décédé en 1917 de la grippe espagnole. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'était déjà une sorte de Covid qui a fait des ravages terribles. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu le prénom de Marcel. Et il y avait ensuite le dernier né, qui s'appelait Camille. Alors lui, il a eu une histoire tout à fait particulière. Il avait fait un petit peu d'études à Colmar et il était représentant pour une maison d'industriels belges qui vendait des aciers. Pour son travail, il voyageait au Moyen-Orient, dans le monde entier. J'ai même retrouvé une photo de lui en Éthiopie avec des juifs éthiopiens et il s'est fait photographier avec ces juifs qui tenaient une Torah à Addis Abeba. C'est incroyable, mais c'est une réalité, on a retrouvé la photo. Mais, comme en 1939, la guerre a été déclarée, il s'est présenté à l'ambassade, il était à cette époque-là au Maroc, il s'est présenté à l'ambassade du Maroc, à l'ambassade de France au Maroc, pardon, je bafouille un peu. Il s'est présenté pour ne pas être accusé de déserteur. Et il n'a pas eu de chance, il a été rapatrié par l'ambassade, incorporé au 3e RAC. Ensuite, il a été fait prisonnier par l'armée allemande et il a passé sa captivité de quelque part en Autriche, dans un camp appelé Poschach. Et c'est là qu'il a eu un accident du travail, parce qu'il n'est pas lui mort de sévices ou de déportation. C'était un prisonnier qui était obligé de travailler. Il conduisait une ligne de chemin de fer et le guidait. C'est des survivants, des amis à lui qui nous ont raconté ça. Il guidait un camion qui reculait. Ce camion a roulé sur un rail, il l'a fait s'arrêter. Puis il a avancé un petit peu, ce rail a rebondi, et en rebondissant, il a tué mon oncle. C'est un accident du travail, c'est pas vraiment des sévices. Parce que ces deux copains qui étaient avec lui au régiment sont revenus et ils ont pu nous raconter cette histoire. Du côté de ma mère, dans la même génération, il y avait donc du côté de ma mère, c'est donc un monsieur Aaron Lévy de Nebrisac qui a épousé une Marie Blum dans les années 1830 aussi. Et ils avaient 3 enfants. Paul, né en 65, Pauline, née en 68, et ma grand-mère maternelle, née en 1866. Cette grand-mère avait épousé un certain Charles Weil à Brumath, mais elle a eu des déboires et elle est rentrée chez sa maman avec 4 enfants, toujours dans les années 30. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle n'a jamais retrouvé. Il n'y a pas d'inscription dans les actes de l'état civil, donc on ne sait pas ce qui est arrivé, puisqu'il n'y a pas eu de divorce prononcé. Autrement, ça aurait été enregistré. Dans toute cette fratrie, donc de 8 côté Picard et de 4 côté Weil ou Lévy, comme vous voudrez,
manque à l'appel au retour 1945. Il manque à l'appel 10 membres qui ont été déportés ou sont décédés des sévices de la guerre. Alors, pour comprendre mon récit, je dois vous dire que ce que je vais vous raconter, je l'ai reçu, ça m'a été transmis par ma mère adoptive, qui était la sœur de ma mère biologique. Et puis, d'autre part, j'ai fait beaucoup de recherches avec mon fils qui est féru de généalogie. Et dans ces recherches, je n'ai malheureusement aucun souvenir visuel dans mon esprit. C'est-à-dire que je n'ai pas d'image, je n'ai pas enregistré d'image avant 1945. C'est probablement dû au traumatisme successif que j'ai subi lors de la séparation avec la famille. Nous avons été tranquilles jusqu'au 26 mars 1943 à Plombières. Et c'est là qu'a eu lieu le rafle qui a emporté toute ma famille dans la tourmente. Alors je ne sais pas encore aujourd'hui, parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans les actes, dans les mairies, partout où c'était possible. Je me demande encore aujourd'hui si ce sont des Allemands ou si c'est la milice française qui ont procédé à cette rafle, mais je n'ai trouvé de précision nulle part. Toujours est-il que nous avons été embarqués de force dans des camions et un peu plus tard séparés les uns des autres. Et c'est de là que j'ai gardé le traumatisme qui m'a fait tout oublier, car c'est ce jour-là que Jojo, ici présent, Bali, ma sœur, et moi-même avons été séparés de nos parents et on a été séparés de nos parents et je me suis retrouvé. Alors attendez, je change mon papier. Je me suis retrouvé, je ne sais pas exactement où je me suis retrouvé. Attendez, il faut que je... Et ça, j'ai passé. Il m'en manque une, c'est pas grave, je vais y arriver comme ça. Oui, monsieur. Oui, d'accord, monsieur. Oui, alors, bon, nous avons donc été séparés. Et alors là, il y a plusieurs explications ont été données. L'une, c'est que nous aurions été séparés, nous les 3 enfants, on aurait été dans un centre d'internement d'Écrouves. Les aînés, c'est-à-dire ma grand-mère maternelle et ses oncles et tantes, et sa mère à elle, d'ailleurs, ont été internés à l'EHPAD, c'était pas un EHPAD à l'époque, une maison de retraite de Toul. Et mes parents ont été envoyés à Écrouves, au centre d'internement. De là, ils ont été transférés à Drancy. Et c'est là qu'intervient Jérôme Mandel, qui était donc mon oncle, qui avait épousé une 3e sœur. C'est là qu'il intervient et qu'il soudoie un gardien d'Écrouves et il le charge de nous ramener chez lui. Donc d'Écrouves à la Châtre, lui il est à la Châtre Noire, d'Écrouves à la Châtre, je ne sais pas, et je n'ai jamais trouvé nulle part de texte qui puisse me dire c'est par là ou c'est comme ça qu'on y est arrivé. Toujours est-il que je me suis retrouvé avec mes cousins
mon cousin et ma sœur, chez une famille que je ne connaissais ni d'Adam à l'époque, qui était un cousin de l'oncle qui m'a recueilli. Ils nous ont fait venir donc, ils nous ont fait sortir clandestinement des cours. Comment on est arrivé à la Châtre, je l'ignore, et je pense que c'est certainement ce que j'ai vu lors de cette expédition, que j'ai gardé des traumatismes qui ont fait que j'ai perdu la mémoire visuelle de ce qui s'est passé. Dans la même époque, c'est-à-dire quelques jours plus tard, mon oncle a chargé M. Gélin de récupérer mes parents à Drancy. Et le pauvre M. Gélin, donc j'ai su son nom, parce qu'il est revenu d'Auschwitz, ce pauvre M. Gélin s'était fait prendre sur le fait quand il voulait chercher mes parents. Et il a été déporté avec eux dans le même convoi, le même jour. Ma mère adoptive, Hélène, épouse de Jérôme, donc, a su qu'il était revenu et elle l'a rencontré et ils en ont longuement parlé de cette expérience à Auschwitz, mais elle a toujours refusé de nous transmettre quoi que ce soit. Elle a emporté ce secret dans la tombe jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Elle a eu 91 ans. Elle n'en a jamais parlé à personne. Ni à ma sœur, ni à moi, ni à mon cousin, ni à personne. Nous voici donc chez les Vandel, donc les 3 enfants. Les parents étaient déportés. Nous voici à la Châtre. Bon, je devais aller à l'école, mais ma sœur était trop petite, je joue bien sûr encore plus. Mais moi, je devais aller à l'école, et puis il n'y avait pas moyen parce que la Gestapo, c'est sûr que c'était la Gestapo, était vexée d'avoir laissé échapper 3 enfants comme ça. Et ils ont pourchassé ces 3 enfants. Ça fait qu'on a changé je ne sais combien de fois de domicile. Jérôme Mandel habitait la Châtre, mais il a été obligé, avec sa famille, de se cacher dans une ferme pas loin de la Châtre. Ça s'appelait Belle Place. Je le sais parce que nous y sommes retournés après la guerre. J'y suis même retourné avec Francine, mon épouse, quand on était en vacances, pour pèlerinage, dirais-je. Mais je n'ai rien reconnu, et de toute manière, je ne pouvais rien reconnaître parce que la ferme était devenue un centre commercial. N'empêche qu'on a été pourchassés pendant au moins 1 an, où on a changé X fois. Alors on se réfugiait de granges en bergerie et de bergerie en ferme. C'était une horreur, à ce qu'il paraît. Je n'ai pas de souvenir de ça. Mais, et alors, c'est la boule au ventre que Jérôme et Hélène ont accepté de se séparer de nous 3. Et là intervient donc l'aînée des filles de ma tante Alice, qui était un peu plus âgée que moi, qui avait déjà 20 ans à l'époque, et qui s'était engagée dans la résistance, travaillait pour l'OSE. Et c'est elle qui a été chargée de s'occuper de nous cacher. Donc elle a trouvé des fermiers à un village de l'Indre qui s'appelle Villeneuve-sur-Indre. Et Jojo et moi, elle nous a cachés dans un couvent à Pellevoisin dans l'Indre. Alors naturellement,
vous comprendrez que ça, encore une fois, ça a dû être un traumatisme épouvantable puisque nous trois, nous étions un. Et que nous avons été une fois plus séparés, d'abord séparés des parents, ensuite séparés entre nous. C'est ça qui a fait, je pense, que mon esprit a refusé d'admettre la réalité. Quand nous sommes revenus en 1945, en Alsace, ma mère adoptive ne comprenait pas que je n'ai pas d'image de cette période. Et elle m'a emmené voir un spécialiste qui était un psychiatre très reconnu à l'époque. Je me souviens, là c'est une image qui m'est restée. Il s'appelait Lucien Israël. Il m'a reçu pendant 1 heure dans son bureau et m'a fait parler, raconter. Et quand mon entretien était fini, il a été chercher ma mère adoptive, qui était dans une salle d'à côté. Et il l'a fait entrer et il lui a dit devant moi, Madame Mandel, votre fils est tout à fait sain d'esprit. Il n'a aucune séquelle dans sa vie. Il a mis un mur sur ce qui s'est passé pendant cette période de la guerre. Et ce mur peut tenir, ou s'il tient, il pourra venir centenaire, et j'en suis pas loin, et sans aucun problème. Si ce mur se fissure, je ne le souhaite pas, on ne sait pas ce qu'il verra. Alors naturellement, quand j'ai entendu ça, j'ai formé ce mur dans ma tête. Et je fais en sorte que ce mur tienne. Je n'ai jamais lu un livre sur la Shoah. Je n'ai jamais regardé un film sur la Shoah. Quand je vois dans une émission quelconque des pyjamas rayés comme ça, je zappe systématiquement, encore aujourd'hui. C'est plus fort que moi. Alors, maintenant, je vais passer donc aux aînés. Les 3 aînés mon grand-père, lui, était mort en 1940 et il a été enterré à Remiremont. Ça, c'était avant que nous soyons séparés. Mais ma grand-mère, ma grand-tante et mon grand-oncle étaient des gens très âgés. Ils ont été internés à Toul, dans une maison de retraite. On n'a pas trouvé de traces de ça. Il y a une Madame Jacob de Lunéville qui a fait des recherches. J'ai lu son livre et j'ai constaté que ces 3 personnes, ces 3 frères et sœurs, n'est-ce pas, ont été tranquilles jusqu'en 1944 à cette maison de Toul. Mais le sinistre Barbie a organisé un dernier train pour Auschwitz en 1944, au départ de Lyon. Comme il n'avait pas suffisamment de personnes à mettre dans le train, il a sorti tous les juifs de toutes les maisons de retraite des environs et il les a déportés. Le train est donc passé de Lyon par je ne sais combien de gares pour rafler tous les juifs du coin. Il s'est arrêté à Drancy pour finir et pour vider les lieux. Et il s'est encore arrêté au Struthof, où ils ont encore emmené les quelques juifs qu'il y avait au Struthof. Et c'est une histoire que je peux raconter parce que j'ai retrouvé l'itinéraire du train que Barbie avait officiellement écrit. Donc, dans ce même train, donc au départ de Lyon, je vous disais, paradoxalement, le grand-père de mon épouse
était interné à Montluc, à Lyon, à la prison de Lyon. Il était dans le même train. Il a donc été déporté dans le même train que la grand-mère maternelle. C'est incroyable ce que la vie peut avoir fait à cette époque-là. Alors, nous nous retrouverons donc maintenant en 1945, où Jérôme Mandel fait naturellement des pieds et des mains pour retrouver ses neveux, qui étaient partis, et donc nous deux, dans un couvent, et ma sœur chez un paysan, et nous récupérer. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, nous serions devenus des lustigés numéro 2. Vous savez, éduqués dans un couvent, à l'âge de 7, moi j'avais 6, 7 ans, 8 ans, et élevé dans un couvent, vous adoptez ce qu'on vous dit. Hein. Il paraît que je servais la messe comme pas un. Encore aujourd'hui, est capable de réciter le Notre Père avec moi. Mais bon, donc Jérôme Mandel a fait des pieds et des mains pour nous récupérer, et là maintenant l'histoire devint un peu plus gaie. Alors nous sommes... Donc là, maintenant, à partir de là, j'ai des images dans ma tête. Là, je suis de nouveau un petit garçon normal, donc en 45, j'avais 10 ans. J'allais à l'école à la Chartre, je n'étais pas un mauvais élève. Et ma sœur commençait sa scolarité, Jojo était trop petit. Donc nous voilà à la Chartre, et je vois encore mon père adoptif, donc Jérôme, avec son neveu, qui avait 10 ans, 15 ans de plus que moi, qui sont partis en vélo. Et on va aller retourner en Alsace pour essayer d'organiser le retour de la famille. Ils sont revenus à Quatzenheim, ils ont pris leur vélo, des trains, des bus, ils sont revenus à Quatzenheim, et ils ont trouvé dans la boucherie de mon père, donc, un boucher allemand qui avait été installé là pour le Reich, au moment où ils sont dans le cadre de la nazification de l'Alsace. C'est des réalités, c'est des choses qui sont fermes et prouvées. Et ce monsieur, donc, Jérôme Mandel, a négocié avec lui, il a dit, écoutez, vous vous débrouillez comme vous voulez, nous revenons à une date qu'il avait fixée à l'avance, et vous voudrez bien disparaître avant que nous arrivions. Il a dû être assez persuasif, parce que quand nous sommes arrivés, heureusement, la maison était vide, le boucher était parti. Donc Jérôme a pu recommencer sa vie une deuxième fois. Mes parents ont donc recommencé une deuxième vie. Ils étaient âgés de 52 et 48 ans respectivement. Vous imaginez un peu, heureusement, malheureusement je ne sais pas, ils n'avaient pas eu d'enfants après 10 ans de mariage. Donc, pour eux, la question ne se posait pas. On n'avait pas d'enfants, c'est le destin. Ils se sont occupés de nous. Ma mère a été nommée tutrice dès 1946 et elle a engagé une procédure d'adoption qui a traîné un peu. Et en 1951, le juge de l'adoption à l'époque a décidé que dorénavant nous nous appellerions Bicard Mandel, ma sœur et moi,
parce qu'il voulait que nous n'oublions jamais que nous étions nés picards et de ce qu'on avait subi pendant la guerre. Cet homme-là était déjà pour l'après-guerre un résistant. Parce que c'est pas aujourd'hui que ça serait possible. Par contre, Jojo, lui, s'appelle toujours Picard, parce que son père est revenu de la guerre, il n'était donc pas adoptable. Mais il a grandi avec nous à Golsenheim jusqu'à, je ne sais plus, 15 ans, je ne sais pas. Mais c'est à partir de là que ma vie a de nouveau changé et que ça allait mieux pour moi. Nous sommes donc arrivés en Alsace à la fin du 3e trimestre scolaire de l'année 45, ce qui était pour moi un pays de cocagne, parce qu'on n'avait plus de cours à l'école, on se faisait de nouveaux copains, et donc on a fait connaissance avec les enfants du village. Potzenheim était un village où il y avait 500 habitants, autour de 500 habitants. Je voudrais juste, pour un commentaire, dire que c'est un village où il y avait plus de juifs que de non-juifs. Pour preuve, j'ai retrouvé une photo de Jérôme Mandel dans sa dernière année d'école en 1912. Il y avait un maître d'école juif qui avait 72 élèves juifs dans sa classe. Sur les 500 habitants, vous imaginez un peu le nombre de juifs qu'il y avait. Et il y avait un rabbin à Poissonheim à l'époque. Moi, je ne l'ai pas connu, mais à l'époque-là, il y avait un rabbin à Poissonheim. Donc, à la rentrée 46, ma sœur et moi, nous sommes allés à la communale, comme on disait à l'époque. Et naturellement, comme je maîtrisais beaucoup mieux le français que les autres enfants du village, j'avais aucune difficulté, et j'ai été présenté par le maître d'école, c'était un maître d'école à l'époque, j'ai été présenté au certificat d'études avec une fille du village qui était brillante en calcul, en maths. Aujourd'hui on appelle ça des maths. Le certificat d'études, j'ai été présenté, moi et elle, nous avons été présentés, on était les deux seuls capables de faire cet examen, d'entrer en 6e, n'est-ce pas? Non, je crois que c'est un peu déjà. Au collège. Voilà. Alors, il y avait encore, je dois dire, à l'époque, entre 45 et 50, il y avait encore des relents d'antisémitisme dans les villages, quand même. Hein. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient suivi 4 ans de nazification, donc ça marche. Mais nous étions intraitables, autant mon père que moi. Je me souviens, par exemple, du village, une anecdote. Un garçon de mon âge m'a traité de sale juif à l'école. J'étais encore au premier, lui était déjà dans la cour. J'ai sauté par-dessus la rambarde, je lui ai cassé la figure. Il a fallu que le maître de l'école nous sépare, autrement je serais devenu un criminel. Mais à partir de là, plus aucun de mes condisciples ne m'a traité de sale juif. Ils avaient tous compris que ça ne passait pas. Ensuite arrivait la période où je devais donc aller au collège, et surtout, pour Jérôme Mandel, il fallait que j'apprenne l'hébreu. Alors, comment fait-on dans un village où il n'y a plus personne pour apprendre l'hébreu? Alors, il s'est souvenu du maître d'école de son époque, et il a recherché, et nous l'avons retrouvé. Il habitait à Strasbourg, et c'est un homme qui avait un certain âge déjà, mais qui a accepté de nous apprendre à lire l'hébreu. Je ne sais pas si Jojo était déjà dans le coup, ma sœur et moi. Il nous a appris à lire l'hébreu chez lui, c'est-à-dire
une bonne qui nous faisait prendre le tram de Quatzenheim à Strasbourg, nous emmenait chez le Lehrerloch, ça s'appelait. C'était le maître d'école, M. Bloch. Et c'est lui qui m'a appris les premiers rudiments d'hébreu. Malheureusement, mon père a constaté vite que ce n'était pas une solution, parce qu'indépendamment de l'hébreu, il fallait aussi que j'aille au collège. Et le collège était à Strasbourg. Alors, il y avait bien un tram, mais à tout 10, 11, 12 ans, prendre le tram tous les jours, quand on est un peu turbulent comme je l'étais, ça peut pas aller. Alors, ils se sont résignés, parce que, en parallèle, je dois dire que M. le grand rabbin Deutsch, à cette époque-là, a ouvert un centre pour les enfants de déportés, et donc ils se sont résignés à me mettre comme interne dans ce centre. C'était au 42 de la rue de la Forêt-Noire. L'immeuble existe encore, il est toujours propriété du consistoire. Et c'est là-bas que j'ai fait ma bar mitzvah. Parce que M. le rabbin Deutsch avait organisé un office tous les matins. J'allais tous les matins dans mon sujet. On allait à l'office avant le petit déjeuner. Et ensuite, on allait au petit déjeuner. Et en parallèle, j'allais à l'école, j'étais inscrit au lycée Kléber, qui était non pas à Kléber comme on connaît aujourd'hui, qui était dans des baraques rue de Bouxwiller. Peu de gens se souviennent de cette époque-là. Oui, alors j'étais chez Blue, il fait ma valise là-bas, et malgré les restrictions qu'il y avait encore, parce qu'on avait encore des tickets de pain et des tickets de viande en 48, etc. Malgré ces restrictions, Jérôme Mandel et Hélène, bien sûr, ont organisé un repas de famille à une gare qui correspondait à l'époque, qui était tenue à l'époque par des gens qui organisaient le Merkaz. Le Merkaz était à l'angle de la rue Oberlin et de la rue Hermann où j'habite aujourd'hui. Mais déjà à l'époque-là, c'est un quartier prédestiné. Et il y avait le Merkaz et il y avait une gare quiche, un restaurant juif, ça s'appelait à l'époque une gare quiche. Alors j'allais normalement on disait chez Blum, on ne disait pas chez le grand rabbin Deutsch. J'allais chez Blum pour la semaine, au lycée Kléber pour l'étude, et si je n'étais pas puni, j'avais le droit de rentrer pour le week-end à Quatzenheim. Voilà, c'est là que j'ai pris goût à ce qu'on appelle la boucherie. Parce que mon père avait déjà développé un certain travail et il avait pris l'habitude de m'initier. À 13 ans, 14 ans, je dépouillais un veau déjà à l'époque, tout seul. J'ai jamais eu le droit de tuer un veau, ni lui non plus. C'est les ouvriers qui se chargeaient de ça. De dépouiller, oui, j'avais le droit. Alors, je revenais de Strasbourg le vendredi soir à 5 h. Je disais au commis, accroche-moi un veau, je le dépouillais. Je balançais mon sac d'école sous l'escalier et je m'occupais plutôt du veau que d'autre chose. Ça veut dire en clair que mes études ont souffert de cela. Et bien sûr, le résultat de cette expédition, c'est que au lycée Kléber, on m'a demandé de redoubler la quatrième, parce que je n'étais pas suffisamment consciencieux pour aller en troisième.
Alors naturellement, ça, c'est quelque chose qui était inacceptable à l'époque. On n'a jamais vu un Mandel redoublé, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait, ce Marcel? Il se trouve que M. Ramin Deutsch a créé dans la même année l'école Akiba, qui recrutait à tout va, bien sûr. Donc on n'a pas demandé si j'étais bon ou pas bon, on m'a demandé d'aller à cette école, et voilà, j'étais reçu en 3e. Alors je suis parti, encore une fois, une année de plus de mourir, chez Blum, et j'avais justement comme mon disciple André Bourringer et sa sœur Lydiane, qui étaient sur le même banc que moi. Et donc c'est là que j'ai connu les bouchers. Et donc mon oncle à Poitiers. De plus en plus, j'ai pris goût à cette affaire-là. Et je me suis arrangé, j'avais prévenu toute ma famille, j'ai dit, je vais continuer à l'école puisque vous m'y obligez. Mais je vous préviens, je n'aurai pas plus que 12 de moyenne à la fin de l'année, parce que je ne veux pas faire d'études. Je veux travailler avec mon père. Naturellement, on m'a laissé faire. Et c'est là, comme ça que j'ai commencé à travailler. Je suis donc sorti du lycée Akiba, c'était le 30 juin 1950. Et le 1er septembre, j'ai signé un contrat d'apprentissage avec mon père pour officialiser mon état. Je voudrais juste rajouter un jour que ma mère était une visionnaire. Elle m'a inscrite à la sécurité sociale dans le dos de son mari, parce qu'aucun artisan, à l'époque, ne déclarait un salarié. Elle m'a inscrite à la sécurité sociale dans le dos de son mari, avec la complicité de son comptable. Et ils m'ont déclaré un salaire qu'ils ne m'ont jamais donné, mais qu'ils ont été enregistrés. Et ça m'a bien servi en fin de carrière, parce que j'avais les antécédents importants. Alors, nous sommes donc dans les années 48-49, comme ça. La communauté de Poitsenheim avait été un petit peu réactivée par les quelques malheureux juifs qui sont revenus de l'exil. Dans ce village où il y avait plus de juifs que de non-juifs avant la guerre, quand on est revenu et qu'on a remis en route les offices à la Karlstube, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La Karlstube, c'est un mot yiddisch qui explique, je dirais aujourd'hui, la sacristie d'une église, vous voyez. Un oratoire. Un oratoire, merci monsieur. C'est un oratoire que les anciens ont remis en route. On était alors, donc 48, l'État d'Israël s'est créé aussi. Et alors ma mère, visionnaire comme je vous le disais, elle voulait à tout prix, visionnaire sioniste déjà. Elle voulait à tout prix persuader son mari d'aller en Israël avec ses 3 enfants. Elle avait peur de ce qui pourrait revenir. Alors, elle va expliquer sa position à mon père, qui lui a répondu, ça je l'entends encore comme si j'y étais, bien sûr en alsacien. Il lui a répondu, qu'est-ce que tu veux faire? Nous voilà 17 pauvres juifs qui sont revenus de la guerre à Poitsenheim et qui n'arriveront pas à nous mettre d'accord pour faire un office. Et toi, tu veux aller dans un pays où il n'y a que des juifs? Ça ne peut pas se faire. Et pourtant, aujourd'hui, mais bon, pour vous dire simplement que ma mère était une visionnaire. C'est incroyable. C'est incroyable.
Donc, j'ai donc commencé à travailler avec mon père. Il m'a appris tout ce qu'il savait. Et il a fait de moi un homme. Je peux dire qu'il avait des défauts, mais il avait une grande qualité. Il nous aimait comme personne ne nous a jamais aimés. Et c'était un beau travail. Vous ne pouvez pas imaginer les heures qu'on faisait à Quatsenheim. Aujourd'hui, Jojo est là pour me témoigner ici. C'est impensable. C'est l'époque où commençait à se faire, vous savez, dans les années 50, comme ça, commençait à se faire dans les villages des séances de cinéma ambulants. Alors, quand il y avait des séances de cinéma le dimanche après-midi, bien sûr, nous les jeunes, on voulait bien aller au cinéma. Mais ils disaient, oui, il n'y a pas de problème, est-ce que les voitures sont propres? Alors oui, les voitures sont propres. Alors il allait voir et il disait, vous n'avez pas enlevé les roues. Quand on avait les voitures, il fallait démonter les roues, nettoyer en dessous, et ensuite remettre les... Oui, c'est comme ça que j'ai été élevé. Oui. Par contre, d'un autre côté, je travaillais avec mon père. Je n'avais pas, bien sûr, pas encore l'âge de conduire. J'avais un vélo. J'avais 10 kilos devant sur le guidon et 10 kilos derrière sur la selle. Et je partais d'un village au village, tous les jours à notre village, pour livrer de la viande dans des fermes. Alors ensuite, 1 an ou 2 ans après, je ne sais plus, il m'a acheté un triporteur. Je n'ai plus besoin de pédaler. Parce que dans le Korsberg, là où j'ai grandi, c'est assez vallonné, il y a des côtes, c'est pas facile de monter avec 20 kilos sur le vélo. Quand il fallait aller livrer des knobdivers, je ne dis pas, c'était pas une sinecure. Et alors j'ai eu un triporteur. Et je fonctionnais avec ce triporteur pendant 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Et au bout d'un moment, je devais avoir entre 16 et 17 ans, je n'avais toujours pas de permis de conduire. Mon père est allé négocier avec les gendarmes du canton pour qu'ils m'autorisent à circuler avec la vieille Celta 4 qu'il avait pour livrer la viande, prétextant qu'il avait besoin de moi, que j'étais soutien de famille, parce que j'avais une sœur qu'il fallait nourrir, et donc prétextant qu'il avait besoin de moi, et que par contre ils l'ont obligé à souscrire une assurance. Je me souviens encore, l'agent d'assurance a été obligé d'aller jusqu'à Londres, à la Lloyd, pour trouver un assureur qui accepte de nous assurer par un sans permis. Et donc, j'étais autorisé à conduire officiellement, dès l'âge de 16 ans et demi, aux alentours, dans le canton de Quatsenheim. Je n'avais pas le droit de sortir du canton. Je pouvais, par exemple, pas aller à Strasbourg. Mais je pouvais aller livrer la viande dans les villages où j'étais tous les jours. L'arrondissement. Hein? L'arrondissement de canton. C'était le canton, ça. Et bien sûr, des choses qui ne sont aujourd'hui plus pensables. Voilà. Alors, M. Robin m'a demandé de raconter mon expérience. Si quelqu'un est intéressé, je veux bien répondre à toutes les questions que vous voudrez. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je vous ramène le micro. C'est des questions. Ouais. Quel convoi il n'est pas ses parents sont pas. Attendez, vous allez lui poser la question. Bonjour Marcel. Dans quel convoi tes parents sont partis? Alors, mes parents sont partis dans un... Attends, je vais te dire ça exactement. Il se trouve que... Je vais répondre 58. exactement. Hein? 58. Non, mais je vais expliquer.
Bon, moi, ma fille me souffle la date. Mon fils, qui est parti, me souffle la date, c'est le convoi 58. J'ai maintenant ma coupe de sifflet. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Donc, en 1945, j'étais pas le seul fils de déporté. On était nombreux à l'époque. Le grand rabbin Kaplan, à l'époque, a décidé, décrété, que le premier jour de Sliros Ashkenaz serait la date anniversaire du deuil pour les déportés. Donc, comme tous les enfants de déportés, j'ai dit Kaddish le premier jour de Sliros pendant 70 ans. Et au 70e anniversaire du départ du train, il y a eu la première lecture des noms des déportés au mémorial de la Shoah à Paris, où je me suis rendu avec mon fils et mon petit-fils, parce que seul je n'aurais pas été. Et quand j'ai lu le nom de mes parents sur le registre, j'ai été suffoqué de voir la date du décès de mon père. Je ne comprenais pas. Alors j'ai attendu la fin de la cérémonie et j'ai demandé à avoir parlé à M. Glarsfeld à l'époque. Donc M. Glarsfeld m'a expliqué qu'en 2008, ils ont découvert des archives qu'ils étaient en train de compulser. Et dans ces archives, ils ont constaté que mon père a été exécuté le jour de son arrivée par le train de Drancy à Auschwitz. Par contre, la date de ma mère, je ne la connais pas encore aujourd'hui. Alors, comme je connaissais la date du décès de mon père, il s'est posé un cas de conscience pour moi. J'ai été trouver le monsieur rabbin Warszawski, qui était à l'époque le rabbin de Strasbourg. Je lui ai dit, monsieur le rabbin, j'ai un souci. Qu'est-ce que je dois faire? Pendant 70 ans, je dis Kaddish le premier jour de Sliros. Et aujourd'hui, je sais que mon père a été exécuté le 9 av. Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je dis Kaddish pour lui? Alors il a dit, tu as commencé à dire Kaddish pour ton père en tant que déporté. Tu continues, mais le 4 av, tu diras un deuxième Kaddish. Comme tu sais que la date. Alors, j'ai fait inscrire ça dans les registres de la communauté, et toujours encore, je dis Kaddish donc 2 fois. Une fois le premier jour de Shlirus, pour ma mère, dont je ne connais pas la date exacte, pour le reste de la famille, et pour mon père, le jour du décès. Il s'est trouvé la même chose quand Jérôme Mandel est décédé. C'est aussi pour moi un cas de conscience. Je le considérais comme mon père, mais ce n'était pas mon père. Alors je suis allé toujours voir M. le rabbin Warszawski, qui m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dis Kaddish pour mon oncle ou pas? Il a dit, ça c'est comme tu le sens, c'est toi qui le décides. Mais, si tu dis Kaddish une fois, il faudra le dire toute ta vie. J'ai enregistré et j'ai fait, et je dis Kaddish toute ma vie pour mon oncle aussi, même s'il n'est que mon père, qui n'est pas mon père. J'espère avoir répondu à ta question, Guy. Voilà, est-ce qu'on a d'autres questions? Super, on n'a pas d'autres questions. Alors, il reste qu'à vous remercier de nous avoir... de nous avoir fait découvrir votre histoire familiale, bien sûr, en premier lieu, et cette expérience que vous avez vécue pendant la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, on est heureux d'être les témoins de votre témoignage, et on est heureux que vous soyez avec nous, et on espère que vous serez encore avec nous
de longues et longues années. On vous souhaite une belle soirée. Merci à tous d'être venus.